vous ne pourrez jamais accorder parfaitement un instrument de musique. Et tout ça, c'est à cause de lui là, Pythagore. Ouais, le même gars qui a donné son nom à un fameux théorème sur les triangles. Mais je ne vais pas vous parler de géométrie dans cette vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux mathématiques derrière la musique. La légende raconte qu'un jour où Pythagore se promenait, il est passé près d'une forge. En écoutant le martèlement du métal, il remarque que certains coups de marteau sonnent harmonieusement ensemble, tandis que d'autres créent une cacophonie désagréable. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut revenir aux fondamentaux. Un son, c'est une vibration de l'air. Par exemple, quand vous parlez, vous faites vibrer l'air autour de vous et ces vibrations se propagent sous forme d'ondes. On peut le représenter comme ceci, et vous remarquerez qu'un certain motif se répète. La fréquence qu'on exprime généralement en Hertz, c'est le nombre de fois qu'un motif se répète chaque seconde. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer si le son est grave ou aigu. Plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu. A l'inverse, une fréquence basse donnera un son grave. 220 Hz, ça sonne comme ça. Et 440 Hz, comme ça. Vous voyez que ces deux notes sonnent bien ensemble. Si on fait le rapport de leur fréquence, on obtient un intervalle de 2. On appelle ça une octave. Avec un intervalle de 3 demi, on obtient 7 fois une quinte. Bon, des octaves c'est bien, mais ça ne fait pas beaucoup de notes. Pythagore s'est donc donné la tâche de composer sa propre gamme, c'est-à-dire de créer un ensemble de notes intermédiaires à l'intérieur d'une octave. Pour cela, il est parti d'une fréquence de base et l'a multipliée par 3 demi pour obtenir sa quinte. Il fait de même avec la nouvelle note obtenue, mais cette fois-ci on a un problème. La note dépasse de l'octave. Pour y remédier, il faut faire descendre la note d'une octave. On a vu que pour passer à l'octave suivante, il fallait doubler la fréquence. Pour passer à l'octave précédente, il suffit donc de diviser la fréquence par 2. En continuant ce procédé, Pythagore constate qu'après 12 quintes, on retombe sur la note initiale. On a réalisé un cycle. Alors c'est bon, la boucle est bouclée, on a nos 12 notes de la gamme. Mais le problème c'est qu'en réalité, on ne retombe pas exactement sur la note de départ. Après 12 quintes, on a multiplié par 3 demi puissance 12 la fréquence de départ. Quand on calcule 3 demi puissance 12, on trouve 129,7 et 2 puissance 7, ça nous donne 128. C'est proche, mais c'est pas pareil. Tout le cycle des quintes repose sur ça. 12 quintes, c'est quasiment 7 octaves. Et c'est ce décalage qui pose problème. Pour créer un cycle, il a dû réduire la fréquence d'une quinte. Dans la gamme de Pythagore, on aura donc 11 quintes qui sonnent justes et une quinte un peu moche, qu'on appelle la quinte du loup. Et ça, même une oreille non entraînée peut l'entendre. À l'époque, les musiciens accordaient leurs instruments de telle sorte que la quinte du loup se trouvait dans un intervalle peu joué. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas résolu le problème. On a juste mis la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle le tempérament égal. On s'est dit que plutôt que d'avoir 11 quintes justes et une quinte fausse, vaut mieux avoir 12 quintes presque justes. Pour passer d'une note à la suivante, on multiplie la fréquence par racine douzième de 2, ou alors par 2 puissance 1 douzième, c'est la même chose. Maintenant, après 12 notes, on tombe exactement sur l'octave, comme on le voulait. C'est un peu un compromis. Alors oui, vos instruments ne seront jamais parfaitement accordés, mais au moins vous vous êtes débarrassé du loup.